Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous pour commenter l'actualité. Avec aujourd'hui Noémie Alioua, journaliste, essayiste. Vous avez publié La terreur jusque sous nos draps. C'est paru chez Plomb. Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique à France Info TV. Brice Sokol, bonjour. Politologue, essayiste et co-auteur avec Frédéric Dabi de Parlons-nous tous la même langue, paru aux éditions de l'Aube. L'écharpe et les tempêtes, L'écharpe et les tempêtes, c'est le dernier. Absolument, qui est absolument à lire, parce que vous êtes allé à la rencontre de nombreux maires et ça donne un état des lieux assez intéressant. Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com, vous êtes spécialiste en communication politique. Bonjour. Et John qui est là et qui remplace Gilles qui s'est absenté quelques jours pour le zapping, mais on va revenir sur le chahut à l'Assemblée nationale et le refus de qualifier de terroristes les frères musulmans. LFI a-t-il quitté l'arc républicain? 0826 300 300. Et puis ce sujet qui fait réagir, les wagons No Kids, les voitures SNCF réservées, on peut le dire, à une clientèle d'affaires. Ça représente quand même que 8% des trajets des wagons, et surtout la grande hypocrisie, les grandes envolées lyriques sur les enfants. Mais peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, on y reviendra. John, le zapping. Et on va commencer par cette proposition de loi qui vise à mettre fin au devoir conjugal, notion qui peut toujours être utilisée par les juges pour justifier un divorce pour absence donc de relations sexuelles, alors même que ce terme il n'existe pas officiellement dans la loi. Mais alors pourquoi dans ce cas faire évoluer justement cette loi? Quel intérêt pour la justice et aussi pour les droits de l'homme? Explication à l'Assemblée nationale dans ce reportage de BFM TV. Une proposition de loi a été adoptée pour mettre fin au devoir conjugal. Le texte est donc adopté. 11% des demandes de divorce reposent encore aujourd'hui sur l'absence des relations sexuelles au sein d'un mariage. Nous avons donc visé une rectification d'un des articles lus aux époux devant donc l'ensemble de témoins, ce qui permet donc de rappeler que le corps n'appartient pas à l'autre et que le consentement a toute sa place, y compris dans la relation au sein du mariage. Ce motif ne pourra plus être entendu par les avocats et les juges. Le but pour les députés, faire reconnaître officiellement le respect du consentement et le viol conjugal et supprimer toute ambiguïté dans les textes existants. Elle intervient 1 an après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, après qu'un homme a obtenu le divorce au tort exclusif de son épouse, qui avait cessé d'avoir des relations sexuelles avec lui depuis plusieurs années. 11%, c'est quand même beaucoup. 11% des divorces. Noémie, ça vous aspire quoi? Non, sincèrement, ça me paraît assez dérisoire au regard des enjeux qui sont sur la table aujourd'hui au niveau politique. Je ne suis pas du tout certain que ce soit urgent aujourd'hui de légiférer sur ce genre de choses, d'autant que, vous savez, ce sont souvent là on parle de l'intimité, des familles. Si vous voulez, je vois mal une femme traîner son mari en procès pour ce genre de raisons. Mais 11%. Oui, 11%, vous imaginez? Oui, mais dans ce cas-là, c'est des questions qui sont intrafamiliales. Ben oui, mais qui sont des arguments de divorce. Je pense pas du tout que c'est avec la loi qu'on va faire avancer ce genre de choses. Il faut convaincre les femmes plutôt de trouver la force en elles, de se faire respecter dans des relations familiales. Je veux dire, je crois beaucoup plus sur le coup aux assistantes familiales pour régler ce genre de problème qu'à la loi, des procédures qui vont durer des années. Ça me paraît en fait très éthéré. Oui, Arnaud, Stéphane, ça vous laisse. Oui, je sais pas. Il faut toujours mettre des mots. Moi, ça commence la guerre des mots tout le temps. Ça commence à m'agacer. Mais il y a une réalité. En revanche, si vous n'avez plus de relation sexuelle avec votre épouse depuis ou avec votre mari, d'ailleurs, depuis des années, mais qu'en revanche vous faites choper par la patrouille parce que vous allez voir ailleurs. Là, il y a divorce pour faute. Ouais. Alors ça n'existe plus, je crois, le divorce pour faute. C'est fini. Non, le terme faute n'est plus reconnu. Le motif n'est plus utilisé pour un divorce pour faute. Mais en revanche, le fait de tromper votre conjoint est un motif aggravant. Ouais. Donc, d'un côté, il y a plus de communion dans le couple, parce que c'est quoi, deux personnes qui habitent ensemble, mais qui ont plus de relations intimes, qui ne font plus une vraie famille, etc. C'est quoi, c'est 2 colocs? À ce moment-là, il faut faire des contrats de coloc, quoi. Je veux dire, c'est pas la peine de. C'est beaucoup plus courant que ce que vous croyez, par contre. Parce que quand vous regardez les chiffres, la baisse de la sexualité
hors couple et en couple, elle est délirante à notre époque. Non, mais ce qui est pointé dans ce débat, c'est qu'un homme ou une femme peut se servir de cet argument pour faire condamner son conjoint, enfin le faire condamner, obtenir un divorce parce qu'il n'a pas il ou elle n'a plus de relation sexuelle. Il n'a pas le droit d'aller voir ailleurs, Valérie. Si vous allez voir ailleurs, vous vous cassez. Après, c'est une question d'entente. Si une femme, elle dit mon mari n'arrête pas de me tromper, il est à gauche, à droite, etc. Ça va pas bien se passer au tribunal, surtout si le juge est une femme. Oui, mais vous et pouvez c'est pas souvent dire. le cas, donc, il va pas voir ailleurs, non forcément, parce que sa femme veut plus avoir de rapport sexuel. Là, on rentre dans des détails un peu scabreux, si le comment s'appelle le divorce est fait pour et comment dire est prononcé pour ce motif. Ça marche aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire que quelqu'un qui passerait son temps à aller voir ailleurs alors qu'il se passe plus rien à la maison, ça pourrait être aussi très mal vu. Brice, encore une fois, un mariage, pas grand-chose en toute franchise. Moi, si j'ai bien compris, ce sera plus un argument juridique. Oui, c'est ça. C'est ça le sujet. Exactement. Moi, j'aimerais plutôt que le législateur se penche un peu sur toutes les violences intraconjugales. Je pense que ça, c'est un vrai sujet. Ouais. C'est un sujet de société. C'est un sujet. Moi, ça me gêne. Le législateur, ce que dit Noémie, rentre dans l'intimité. Moi, ça me gêne toujours parce j'ai le sentiment que depuis une vingtaine d'années, l'État, via le législateur, rentre de plus en plus dans la vie privée et dans nos intimités. Chambre à coucher, même. Voilà. Là, dans un divorce, c'est un peu obligé. Oui, mais je trouve que si on prend un peu de recul, je trouve que légiférer sur des sujets, sur la chose publique, je pense que c'est nécessaire. Légiférer, comme on le voit depuis 10-15 ans, sur des sujets vraiment d'intimité, moi, ça me gêne, je pense que c'est pas le rôle de l'État. Voilà. Virginie ? Eh bien, moi, je dirais que nous sommes condamnés jusqu'en 2029 à avoir des petites propositions qui vont juste amuser la galerie, qui vont faire parler les uns les autres, qui ne feront rien avancer et qui sont à but simplement, je dirais électoraliste, et ça me désole parce que ce sont absolument pas des vrais sujets. Je ne suis pas sûre que ça simplifie les procédures de divorce. Voilà, ça me désole, moi. Ça me désole qu'on en soit là. Bon, ça fait réagir. Ça ne m'étonne pas quand j'ai vu les 2 mois qui sont passés à l'Assemblée, qui étaient totalement navrants. Alors, John, autre sujet. Oui, alors comme le disait Pierre Dac, l'humour est une arme magnifique car elle permet de tenir le coup dans les moments les plus dramatiques. Et on a des professeurs d'un lycée dans le Gers qui l'ont bien compris, puisque pour alerter le rectorat sur la situation de leur établissement et les suppressions programmées de certaines classes, ils ont décidé de tourner tout ça à la dérision. C'est notre reporter Christine Bouillot qui s'est rendue sur place pour tout savoir de cette démarche. L'humour pour dénoncer une situation ubuesque. Si des options sont menacées, c'est que le lycée devra faire des choix, mais par défaut, comme les sciences de l'ingénieur qui pourraient tout simplement disparaître de l'ensemble du département. On attend une réponse depuis le mois de mai et en désespoir de cause, cette semaine, on a décidé de chercher un pigeon voyageur pour aller porter notre message au rectorat. Sur Le Bon Coin, plusieurs annonces humoristiques ont déjà été postées, comme cette catapulte à élèves. Les enfants qui ne peuvent pas suivre les enseignements ici seront amenés à le suivre dans d'autres lycées. Ça suppose de les projeter à grande vitesse. Alors le geste serait-il en train de devenir un désert éducatif, s'interrogent ces enseignants. C'est complètement une rupture d'égalité entre des lycées de centre-ville et des petits lycées ruraux comme ici. Voilà, réponse par l'humour. Ça vous fait réagir, on en est là, quoi. Oui, on en est là quand une partie des écoles et des enseignants sont abandonnés, laissés pour compte et que les professeurs doivent se débrouiller tout seuls face à une hiérarchie qui ne les soutient. Il faut quand même bien le dire, pas souvent, pour ne pas dire que rarement. On l'a vu dans des cas beaucoup plus médiatisés. Là, il ne s'agit pas de cas médiatisés, il s'agit de gens qui sont juste livrés à eux-mêmes et qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien d'interpeller les pouvoirs publics par l'humour. Je trouve que c'est une manière de contourner quand vous n'avez pas de réponse à l'administration, de vos supérieurs hiérarchiques. Je trouve que c'est une manière plutôt intelligente d'interpeller les pouvoirs publics. Moi, ça me rappelle un peu une campagne de la sécurité routière qu'avait lancée Karl Lagerfeld. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, c'est jeune, c'est moche, mais ça peut vous sauver la vie. Et je trouve que aborder ces sujets-là, des sujets importants par l'humour, je trouve que ça a toujours un impact.
interpelle un peu plus. La preuve, on en parle. On n'aurait peut-être pas parlé de même cas traité de la même manière, absolument. En termes de communication, il est très utile de mettre les rieurs de son côté. Ouais. C'est pas forcément l'humour au sens propre du terme, c'est de tourner en dérision une situation pour la rendre absurde et obliger la personne en face de vous à répondre à cette absurdité. Donc, en plus, vous créez une asymétrie parce que vous êtes la personne qui devient ridicule et qui est dans les décisions absurdes, et donc forcément, celui qui a fait la blague au début a un avantage sur vous. Donc ça devient très intéressant. La preuve, on en parle. La catapulte à élèves. Vous imaginez un préfet qui est obligé d'expliquer mais non, il n'y aura pas de catapulte à élèves. Le pigeon voyageur. Et ça marche. Et évidemment, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, alors Marie, elle nous dit mais une fois qu'on a réagi avec humour, rien ne change. Oui, mais au moins on en parle. Parce qu'on parle et que ça peut mettre une forme de pression. On en a parlé, Noémie, oui, parce qu'il y a une vraie problématique aujourd'hui sur. Il faut que ça soit bien. Ouais. C'est bien fait. Là, c'est bien fait. Donc ça marche. Bon, on va continuer dans un instant. On va parler de quoi On va parler de cette employée de Disneyland Paris qui a été licenciée. Alors, selon elle, la raison officielle n'est pas la vraie. Ça serait dû à sa vie parallèle. On va y revenir dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est parti sur un sujet, oh là là. Alors John, en plus c'est pas du tout le sujet. Hein. Bah oui, vous êtes parti parce que j'ai peut-être laissé un peu trop de suspense sur le lancement de ce sujet. Bon, allez, on termine donc ce zapping avec un scénario dont Disney se serait bien passé. Pour une fois, ce n'est pas un film, mais la réalité. On part donc à Marne-la-Vallée, au parc Disneyland Paris, où une ancienne employée, pourtant passionnée par l'univers de Mickey et ses amis, a décidé d'attaquer l'entreprise au prud'homme parce que elle estime avoir été virée injustement à cause de certaines activités qu'elle avait en dehors du parc, et je vous laisse donc découvrir lesquelles. Une ancienne agente de sécurité de Disneyland Paris attaque le parc au prud'homme. Elle affirme avoir été licenciée en raison de sa double vie d'actrice pornographique. Un bras de fer qui mêle vie privée et droit du travail, car officiellement, Disneyland Paris reproche à son employé insubordination, abandon de poste et utilisation de son téléphone. Mais pour la plaignante, agente de sécurité depuis 2018, la réalité est tout autre. Elle est persuadée de payer sa carrière parallèle d'actrice de films pour adultes, débutée en 2021. Elle assure pourtant avoir toujours cloisonné ses devis. Au-delà du licenciement, la trentenaire dénonce 4 années de harcèlement et de discrimination liées à un handicap invisible. Selon son avocate, la sanction est tombée comme une mesure de représailles, une semaine seulement après qu'elle a menacé sa direction de demander une indemnisation pour l'absence d'évolution au sein de l'entreprise. Contacté, Disneyland Paris refuse pour l'instant tout commentaire. C'est un peu, c'est chacun sa vérité, comme on dit. Parce que abandon de poste, rébellion et autres, je pense que Disney n'a pas tout à fait la même Alors, ce qu'ils expliquaient dans la question, c'est est-ce qu'on peut être actrice porno et travailler chez Disney? C'est quand même un monde d'enfants qui est pour les enfants. Oui, mais enfin, elle ne fait pas de spectacle pornographique, je veux dire. Non, mais enfin, ça peut nuire à l'image que... je ne sais pas, moi. Ceux qui l'ont reconnu, c'est ceux qui ont vu les vidéos. Hein, voilà. Elle est agente de sécurité. Il y a beaucoup d'adultes, d'ailleurs, qui vont dans les parcs d'attractions. Oui. Non, c'est vrai. Si elle a été reconnue, j'imagine que c'est par des adultes. Enfin, j'espère. Voilà. Elle est agent de sécurité. Elle n'était pas Blanche-Neige ni. Visiblement, en fait, la situation, ça faisait un petit moment que c'était devenu compliqué pour elle. Elle a jamais en fait assumé particulièrement cette vie parallèle au boulot. Comme elle expliquait donc aux Parisiens, elle cloisonnait vraiment les deux choses. Elle ne parlait jamais de son métier à Disney, donc sur ses réseaux sociaux. Mais l'inverse non plus. Et l'inverse non plus. Et par contre, comment ça s'est su ? Et justement, en fait, c'est ça, c'est que elle explique que visiblement, sûrement certains collègues à elle ont dû voir les vidéos, et qu'après, à partir de là, elle a reçu une forme de harcèlement avec son nom d'actrice porno qui était écrit sur son casier, les gens qui parlaient, et voilà. Et sauf qu'en fait, la situation a quand même duré pendant 4 ans avant qu'au final, elle se fasse licencier. Donc, est-ce que c'était réellement à cause de tout ce qui a été dit comme l'insubordination, ou est-ce que en fait, c'est réellement à cause de cette carrière? Ouais. Mais est-ce qu'elle se servait de son téléphone professionnel, c'est ça pour ça, c'est ce que dit en tout cas l'employeur.
Après, elle... non, mais c'est utilisation de son téléphone sur son lieu de travail. C'est-à-dire que vous avez certaines règles dans l'entreprise. Mais peut-être pour booker ses engagements. Je pense que c'est l'utilisation du téléphone dans le cadre de son emploi. C'est compliqué parce que c'est une affaire qui est en cours de jugement. On sait que les litiges entre salariés et employeurs, alors c'est vrai que ça fait... pas sourire parce que c'est toujours dramatique, mais effectivement c'est sûrement un mélange d'un peu tout. Oui, c'est-à-dire les collègues de travail qui lui faisaient des vexations en mettant des trucs sur son casier. Son nom professionnel. Son responsable n'a pas voulu assumer, pas de vague avec les autres employés. Etc. Et vous rentrez dans un truc. En plus, je vais vous dire un truc, elle part au prud'homme, on en reparlera dans 4 ou 5 ans quand l'affaire sera réglée. Ouais, elle a commencé en 2018, donc je pense que... ça fait 8 ans quasiment. Disney avait vraisemblablement eu vent de cette activité, donc toujours à prendre, mais c'est toujours compliqué. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas le fond de l'affaire juridique, mais c'est une question qui est intéressante, qui va se poser de plus en plus dans les années à venir, parce que vous savez, le nombre d'étudiantes qui sont, par exemple, sur des plateformes comme Mime, parallèlement à leurs activités. Donc c'est des filles qui se dénudent ou qui envoient des photos. C'est un peu le Netflix des jeunes femmes. Et en fait, c'est une réalité de la société d'aujourd'hui, c'est que ce genre de choses explose. C'est très courant. Ça se développe à une vitesse qu'on n'imagine pas. Le nombre de filles qui gagnent de l'argent comme ça en se disant je préfère faire des photos en sous-vêtements plutôt que d'aller bosser chez McDo, c'est hyper courant. Et elles s'imaginent pas aussi les conséquences que ça aura pour leur avenir professionnel ensuite. Et donc la question que je me pose, c'est demain, comment est-ce que ces personnes-là, bien sûr, vont pouvoir s'insérer dans le monde du travail, et surtout comment le monde du travail va réussir à intégrer ça? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit Virginie, à la question aussi de l'image, parce que on joue sa propre image vis-à-vis d'elle-même d'ailleurs. En tout cas, leur image, peut-être qu'elle l'assume. Moi, je ne juge pas les gens vis-à-vis de ce qu'ils ressentent, mais en tout cas, l'image dont ils se servent pour se dévoiler, c'est aussi une image dont ils vont se servir ensuite dans leur vie professionnelle. Et donc, comment le monde professionnel va aborder ces questions-là? C'est des questions qui vont se poser dans les années qui viennent. Vous parliez d'image. Il y a chez nos confrères de CNews la problématique de Jean-Marc Morandini, qui devient un problème politique. Ce matin, Julien Audoul a un petit peu de mal à répondre à la question de Maxime Guédon, de savoir s'il continue à y aller. Mais il y a surtout Nelson Montfort qui a été interrogé par Mediapart sur le fait de continuer à aller chez Morandini. Écoutez sa justification. Lorsque j'ai participé à ces émissions, ça se passait plutôt bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre, ou je ne sais pas comment on dit ça parfois des chanteurs, etc. Il est quand même... Évidemment, ce qu'il a fait, évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est bien, mais je pense qu'il faut séparer l'homme de... Et puis, dernière chose, alors c'est peut-être ma culture, ma religion, ma philosophie, je suis plutôt pour le pardon des offenses. Je suis pour le pardon des offenses. Et puis vous n'y étiez pas, je n'y étais pas. C'est surtout ça. Et ce que dit aussi Julien Audoul, c'est qu'il y a eu un procès, qu'il a été condamné de façon définitive. Donc, en cours de cassation. Oui, la cassation a confirmé ce jugement. Donc séparer l'homme de l'œuvre, on répond pas dans ces cas-là. Enfin, je peux comprendre qu'on soutienne l'œuvre en question, franchement. Mais je trouve ces justifications. Vous étiez déjà là la semaine dernière quand on en a parlé, vous étiez le seul à être indigné, mais c'est vrai que ça prend une tournure politique, c'est ce que montre Mediapart, qui est allé à l'Assemblée interroger les gens du RN qui ont botté en touche en disant c'est une histoire de journalistes à régler entre eux. Non, c'est pas non, surtout que CNews avait dit... quand il sera condamné définitivement, on prendra une décision et vraisemblablement, s'il est condamné définitivement, on ne le gardera pas. Bon, là, c'est un revirement complet. Moi, ça m'embarrasse parce que je pense moins à Jean-Marc Morandini qu'à ses victimes. Et les victimes, elles sont extrêmement atteintes parce qu'il y a comme une forme de solidarité professionnelle qui passe par-dessus ce qui s'est passé. Et quand on se souvient un peu de certaines choses qui ont fuité du dossier, franchement, c'est... il suffit de lire le jugement. Voilà, il y a un moment, il faut effectivement... Alors... Nelson Montfort a dit oui, alors est-ce que ça veut dire qu'il est interdit de travailler sur CNews? Ça veut dire qu'un employeur a des responsabilités à prendre quand un employé est condamné pour des raisons comme ça. Moi il me semble en tout cas que la question n'aurait même pas dû se poser. Oui.
Brice Sokol? Non, moi je partage complètement cet avis-là. C'est à partir du moment où vous êtes condamné pour des faits a fortiori comme ceux-là. Sur des mineurs, sur des mineurs. C'est pas un délit autoroutier. Votre employeur doit en tirer les conséquences. C'est pas un délit autoroutier, quoi. Non. Ça va, quoi. Alors, un des arguments est de dire il n'a pas été condamné à arrêter de travailler. Non, personne n'est condamné à arrêter de travailler. Vous faites un braquage, personne ne vous interdit de travailler non plus. Hein. Vous pouvez continuer à faire le métier que vous faisiez avant. Hein. Vous tuez quelqu'un une fois que vous avez fait votre peine, vous pouvez reprendre une vie. Saluer le courage de Sonia Mabrouk, qui a été interrogée par Jérôme Gage. Et qui a dit ce qu'il fallait dire avec un grand courage, c'est-à-dire et une grande clarté. Voilà, absolument. le fait que elle, d'un point de vue strictement personnel, elle défendait toutes les victimes, quelles qu'elles soient, et elle n'était pas obligée de le faire, et elle l'a fait. Donc c'est courageux. Et elle a dit, je suis maman d'une petite fille, je vais avoir un petit garçon. Donc elle pensait effectivement à le retentissement que ça peut avoir sur tous les garçons qui auraient été victimes ou qui ont été victimes de violences sexuelles. Alors évidemment pas le sien, qui est pas du tout là encore, mais voilà, non, j'ai trouvé qu'elle était très courageuse. Il y a une deuxième histoire qui attend aussi Jean-Marc Morandini sur la production des Faucons, me semble-t-il, où il demandait à des acteurs de prendre des postures, l'expression de Nelson Montfort qui n'est pas entendable. Je veux dire, parce qu'ils ont peur de ne pas passer. Offenses. Non, mais le pardon des offenses, vous pouvez. On lui demande pas le pardon des offenses. On lui demande de prendre. Il faut dire ça. Moi, je suis outré par le maintien de Alors, est-ce que je peux dire une petite chose? Il reste quand même à tout téléspectateur le droit qui est le sien et qu'il peut utiliser quotidiennement, qui est tout simplement de ne plus regarder. C'est ça la sanction qui est à la portée de chacun, à défaut de la position des uns ou des autres. Il y a simplement un geste, j'allais dire presque civique. Et de ceux qui sont invités sur le plateau. Bien sûr. Mais c'est la question qui est posée au public. Il y a quand même cette possibilité-là à chacun qui leur est offerte de ne plus regarder l'émission. Je sais pas qui a donné les consignes au Rassemblement National d'autoriser les gens à y aller. Directeur de la communication. Peut-être que s'ils nous entendent aujourd'hui, pourront nous dire. Il n'y a pas de directeur de la communication. Victor Chabert. Non, il s'occupe des relations presse. Vous savez, c'est pas la même chose. Et en plus, il n'est pas très. Bon, bref. Mais la preuve, c'est une décision qui a été prise. Exactement. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de la France insoumise, pour changer. Ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale est particulièrement indigne. On y revient dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité dans ce 10h midi avec Noémie Alioua, journaliste, essayiste, Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique à France Info TV, Brice Sokol, politologue, et Arnaud Stéphan, fondateur de l'agence La Note de Com. Vous êtes spécialiste en communication politique. Hier, chahut à l'Assemblée nationale, refus de qualifier de terroristes les frères musulmans. C'est LFI qui a voté contre cette proposition qui a été adoptée, pardon. Le PS surtout. Et le PS, absolument. Et François Hollande qui n'était pas présent lors de ce vote. Adoption hier à l'Assemblée d'une résolution donc visant à interdire l'inscription du mouvement islamiste des frères musulmans sur la liste des organisations terroristes. LFI a comme argument que ce serait islamophobe. Alors déjà, mettre tous les musulmans dans le même sac, c'est assez détestable. Et puis dans ce cas-là, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, Bahreïn sont également islamophobes. Je mets des guillemets sur ce terme. Bref, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale est indigne. Écoutez premier échange entre Laurent Jacobelli et Pierre-Yves Cadalen. Les frères musulmans veulent lapider les homosexuels. Eh bien, si vous voulez lapider les homosexuels, votez les filles. Étant moi-même député, étant homosexuel, je ne peux un seul instant tolérer que vous insinuiez que mon engagement aille à l'encontre de l'égalité humaine et vise à conduire auprès des personnes qui partagent mon orientation sexuelle à la violence. Honte à vous, excusez-vous. Merci, monsieur le député. On sort un petit peu du rappel au règlement cette fois. Véritable honte. Alors, on va écouter ensuite l'échange entre Sébastien Chenu et Antoine Léaumont, mais
malgré tout, effectivement, quel niveau? Je veux dire, dès même la sortie de Jacobelli dans l'Assemblée nationale, peut-être Noémie Alioua. Oui, écoutez, c'est ça, on voit bien l'époque à travers cette séquence, c'est-à-dire qu'il y a quand même une baisse du niveau politique de façon générale à travers les années. Ce que je trouve intéressant dans ce que pointe ce député, c'est quand même malgré tout un tabou qui est en train de tomber. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré, la gauche a considéré qu'il fallait défendre absolument toutes les minorités, y compris les islamistes, comme si ce qui était théorisé comme la convergence des luttes, cette intersectionnalité pouvait fonctionner. Or, qu'est-ce qu'on voit ? On voit aujourd'hui, et ça a été très bien dit dans l'extrait que vous avez passé, quand même qu'il y a des combats qui ne se rejoignent pas, voire qui s'excluent. En l'occurrence, effectivement, l'islamisme est homophobe. Voilà, c'est un tabou qui est en train de tomber parce que pendant longtemps, c'était difficile de le dire. Or, il y a des textes qui sont des textes religieux, et il y a surtout des hommes qui portent ces textes et qui discriminent les homosexuels. Il y a une discrimination des homosexuels au nom d'une doctrine religieuse. Et ça, c'est très important que ce soit dit, et c'est dit aujourd'hui. Et on l'a vu, je ne sais plus où c'était à Gennevilliers, où une élue LFI a démissionné à Saint-Ouen parce que son homosexualité absolument n'était pas acceptée. Donc il y a cet échange, le niveau, peut-être un mot sur le niveau des échanges. Oui, moi j'avoue que je regrette cette violence qui nous détourne du vrai problème et qui nous détourne de tous ceux qui ont voté contre l'inscription des frères musulmans, parce que le fond du sujet c'est celui-là, absolument. Pardon, que LFI les fait, je suis absolument pas surprise. LFI a en ligne de mire les municipales, il veut pas perdre une partie de ceux qui votent pour lui, et voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne suis même pas sûr qu'il soit convaincu ou pas convaincu, il en est plus là du tout. Mais que le Parti socialiste, pardon de le rappeler, qui a été un grand parti de gouvernement, qui a succédé à la droite quand la droite était dans l'opposition, enfin c'est quand même entre le Parti socialiste et la droite, ce sont les deux grands partis qui ont gouverné jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Mais que le Parti socialiste n'ait pas eu plus de courage, pour les mêmes raisons d'ailleurs, inverse, c'est-à-dire que le Parti socialiste s'est aussi dit, oh là là, si on ne le vote pas, on va avoir les foudres de LFI dans 2 mois au municipal et on va se faire laminer. Et ben je trouve que ça c'est très grave. Oui, Brice Sokol. Oui, moi deux remarques. La première, c'est que encore une fois cette scène renvoie une image du Parlement désastreuse. C'est vrai. C'est un peu l'image qu'on a du Parlement depuis plusieurs mois, depuis 6 mois, avec ces discussions budgétaires qui n'en finissaient pas. On peut même aller jusqu'à la dissolution ratée d'Emmanuel Macron. Depuis 2024, l'image que renvoie le Parlement est catastrophique et désastreuse pour la démocratie parlementaire. C'est vrai. Deuxièmement, je pense qu'il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans le piège de LFI. Je veux dire, la majorité aujourd'hui, un très grand nombre de pays arabes aujourd'hui ont déjà fait cette démarche. Bien sûr. Parce que, en fait, ce que veut LFI, c'est faire l'amalgame entre les musulmans, la majorité de nos compatriotes musulmans, et les plus radicaux. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, cette proposition de mettre sur la liste des organisations terroristes les frères musulmans, c'est aussi une manière, si vous voulez, de protéger la grande majorité des musulmans de France, de nos concitoyens, qui sont plutôt des gens, c'est ce que je disais, modérés. De ne pas les mettre tous dans le même sac. Mais bien sûr. Et donc toute la rhétorique aujourd'hui de cette extrême gauche, c'est d'essayer de faire un amalgame de tous les musulmans. Alors que quand vous discutez avec nos concitoyens de confession musulmane, moi je vais beaucoup dans les banlieues populaires, ils vous disent mais notre premier sujet à nous, c'est le sujet de l'insécurité par exemple. Sûr. Voilà. Donc il faut faire attention, il faut casser un peu ces clichés-là. C'est-à-dire que là, il faut dénoncer et mettre de côté ceux qui portent atteinte à la France et aux valeurs de la République. Et ceux qui portent atteinte à la communauté musulmane, parce que ce faisant, ça les discrédite tous. Absolument. C'est pas un sujet confessionnel, c'est un sujet de sécurité publique. Il y a plusieurs choses dans la séquence qu'on a entendue, Valérie. La première, c'est en effet la pratique politique. Arnaud Stéphane. La pratique politique, les députés de la France Insoumise ne sont pas arrivés par effraction à l'Assemblée nationale. Non.
ils ne se sont pas introduits dans l'Assemblée nationale et puis ils ont décidé de s'enfermer dans des bureaux qui n'étaient pas les leurs. Ils ont été élus. Ils ont été élus non seulement sur un discours particulier et sur une pratique politique. Il n'y a pas de surprise. Les gens qui ont voté pour LFI savent exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont décidé d'envoyer un groupe nombreux, qui aurait pu être plus nombreux. Ils ont piégé le Parti Socialiste aussi, en leur donnant énormément de circonscriptions, des circonscriptions sur lesquelles ils avaient la main. Et d'ailleurs, on regardera comment ça va se passer. Ils les ont achetées, en fait. Aux prochaines élections législatives, je pense que le Parti Socialiste prendra un gadin, parce qu'ils vont prendre très très cher. Et la deuxième chose, c'est la provocation, en quelque sorte, moi j'aime bien Jacobelli, mais de manière personnelle. J'aime moins sa pratique politique. Tant pis, il m'appellera pour me dire que je suis pas gentil avec lui, mais c'est pas grave. Je pense que les provocations sont inutiles quand vous avez déjà quelqu'un dont la pratique politique est basée sur la provocation et sur la théorie du choc. Ça sert à rien. Le boulot est fait par les gens d'LFI tout seuls. Justement, mettez-vous plutôt avec recul en disant mais voilà, vraiment vous êtes catastrophique. On parle de sécurité nationale, on parle de la mise en coupe réglée dans les banlieues de Français de confession musulmane qui n'ont rien demandé mais qui se retrouvent complètement sous coupe réglée, enrégimentés, parce que c'est ça, enrégimentés par les frères musulmans. Il suffisait de laisser dérouler tout seul les gens de la France insoumise et de se mettre dans la nasse politique. Mais non, on crée des incidents parce que comme c'est la sphère totale du vide idéologique, parce que les gens n'ont rien à dire de politique et n'ont plus à offrir que des postures, vous vous retrouvez dans des confrontations de postures. Parce que depuis des mois, vous avez deux partis politiques qui pèsent énormément sur l'Assemblée nationale et qui n'ont rien à dire sur le budget, en fait. Et qui ne veulent rien dire. Mais c'est pas ça, Valérie. C'est qu'il n'y a rien à dire, en fait. Parce que de toute façon, ce budget, il est fait de briques et de brocs. Il n'y a pas de majorité. Personne ne peut prendre de décision. Vous avez une Assemblée nationale qui est tellement divisée, même au sein du comment s'appelle, du socle commun, qui n'est plus commun d'ailleurs, qui n'a jamais rien de commun d'ailleurs. Tout petit socle. Voilà, et qui n'est même plus un socle, parce qu'il n'y a rien. Ils sont même pas d'accord entre eux. Regardez la posture de LR vis-à-vis du budget. Bon, après, c'est courage-Lyon aussi. C'est-à-dire, ce budget est pourri. Oui. Mais on va le voter quand même. Mais j'ai quand même essayé de faire en sorte de garder on a encore quelques mois, tant que c'est encore possible. On a des auditeurs qui disent, alors on n'a pas notre ami Frédéric Dabi ici, mais combien de musulmans votent LFI? Et un autre auditeur, François, dit, vous seriez étonné du nombre de soutiens dans les banlieues pour LFI. Bien sûr, c'est vrai. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Alors, moi, j'ai pas les chiffres non plus, mais voilà. Mais il faut pas systématiquement associer le vote musulman à LFI. Ce n'est pas vrai que dans certaines banlieues populaires, il y ait des Français de confession musulmane qui votent LFI, c'est vrai. Mais moi, je vois beaucoup, et notamment dans un sondage que j'ai fait récemment avec l'IFOP sur les préoccupations des banlieues populaires. Le premier sujet, c'est l'insécurité. Le deuxième sujet, c'est le travail. Et le troisième sujet, c'est l'école. Donc arrêtons de stigmatiser ces quartiers populaires. Ça, c'est le premier point. Que cherche aussi à stigmatiser l'extrême gauche, évidemment, pour des raisons électorales, dans une logique communautaire. Moi, je voudrais revenir sur ce que disait Virginie. Moi, ce qui m'a surpris, c'est le vote du Parti Socialiste. Exactement. Je veux dire, moi, ça m'a choqué. Si une partie des membres du Parti Socialiste se mettent à courir derrière LFI, comme une partie des Républicains se mettent à courir derrière le Rassemblement National, comment voulez-vous que demain, ces deux forces politiques qui ont gouverné la France pendant des années puissent se reconstituer et raconter un nouveau récit aux Français? Voilà, je pense que ils auraient dû hier justement montrer leur différenciation. Je pense au Parti Socialiste. Idéologique, enfin leur force, leur renouveau, si je puis espérer. Alors, je pense que sa stratégie est dépassée. Je pense que c'est terminé. Je comprends moi beaucoup. Je connais mais malheureusement elle n'est pas mise en place. Je connais beaucoup d'intellectuels de gauche républicaine qui sont brisée d'assister à cette alliance, mais je pense qu'elle est partie pour durer. Celle du Parti Socialiste et de LFI. Oui, exactement. C'est-à-dire en fait que LFI, qui était censée représenter cette gauche républicaine qu'on a connue par le passé, qui a été au gouvernement, etc., cette gauche aujourd'hui, elle est
terminado. Elle est en train de se dissoudre et pour du long terme dans LFI. Alors, on y reviendra dans un instant. Marie, une auditrice me dit dans le 93, je peux vous dire que LFI a du succès, j'y habite et j'entends ce qui se dit. Regardez le nombre de circonscriptions. On y revient dans un instant. À tout de suite. Dans le 93. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous sur Sud Radio. Nous parlons donc de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Donc ce vote qui a été adopté, ce vote, c'est un vote qui a été adopté. Non, c'est une résolution qui a été adoptée à l'Assemblée nationale visant à interdire l'inscription du mouvement des frères musulmans sur la liste des organisations terroristes. Je voulais vous lire ce vous avez regardé le nombre de députés, ça s'est pas bousculé au portillon pour voter non plus. Non, LR 25, droite républicaine et machin 4. Ça me permet de dénoncer ce système. Pas ce système, mais certains comme Thomas Porte qui publie les listes de ceux qui ont voté. C'est-à-dire ce côté, on vous met une cible dans le dos. Regardez les noms de ceux qui ont voté cette terrible. C'est public, c'est sur le site. Oui, mais chacun peut le vérifier. Oui, mais qui va sur le site de l'Assemblée? Je voulais vous lire le site de Rafik Smati. Qu'on connaît bien. L'Assemblée nationale adopte une résolution contre les frères musulmans. Les députés de gauche s'y opposent face à une organisation interdite dans la majorité des pays arabes. L'unanimité républicaine aurait logiquement dû s'imposer. Mais non, ces députés, et tout particulièrement ceux de LFI, jouent au pyromane politique. Ils prétendent défendre les musulmans. En réalité, ils les utilisent et les méprisent. Et je parle en connaissance de cause. Donc c'est une voix importante que celle de Rafik Smati, pas importante dans le sens où il est effectivement bien placé pour pouvoir exprimer. Un homme très intelligent d'ailleurs, qui était souvent sur votre plateau qui lui justement a eu l'intelligence de ne pas partir tout de suite dans un combat identitaire. Lui, son grand combat, c'est les entreprises, c'est l'économie. Et c'est toujours d'ailleurs très intéressant de l'écouter. Et encore une fois, il a une parole qui est juste, sage et très importante. Vous avez effectivement dans ce qu'on disait, Jean-Luc Mélenchon hier qui disait les filles doivent incarner au municipal la nouvelle France de la diversité. Mais d'où et c'est mon coup de gueule, mon coup de cœur. Allez-y parce que attendez, on a Lionel en ligne d'abord avec nous. Lionel, bonjour, vous nous appelez de Grasse. Non, on a perdu Lionel. Zut alors. Revenez Lionel, on vous attend. Voilà, rappelez Lionel, on voulait vous entendre, savoir ce que vous aviez pensé de ce que vous pensez de notre débat et puis sur toutes ces prises de position de LFI en faveur des frères musulmans. Alors vous voulez qu'on écoute Jean-Luc Mélenchon Écoutons Jean-Luc Mélenchon. Nous avons besoin d'élections municipales qui puissent être une démonstration du niveau de conscience politique du peuple français dans sa diversité, de la capacité de nos listes à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps et que c'est pas parce qu'il y a 10 dingues dans un coin qui tout d'un coup ont peur d'être remplacés par leurs enfants que nous devons partager leur peur. Il pourrait peut-être commencer par lui, non ? Grand remplacement, il y a peut-être l'âge de laisser la place aux autres. Les leaders ne sont pas touchés ni par la limite d'âge, ni par le remplacement. Il n'y a rien de pire que d'être remplacé quand on est un leader politique et on ne peut pas s'inscrire là-dedans, à part Marine Le Pen qui avait préparé déjà son remplacement. Mais ça, c'est une autre histoire de mauvaise stratégie. Vous êtes un peu dur à chaque fois. Juste parfois. Arnaud, est-ce que je peux dire une petite chose ? Et peut-être aussi finalement de quelque chose qui a toujours été un peu présent en elle, qui est-ce que j'aime vraiment la politique ? Est-ce que je veux vraiment consacrer ma vie à la politique ? Ou est-ce que j'ai pas d'autre chose à faire de ma propre vie ? Moi, je l'ai toujours entendu depuis qu'elle a succédé à son père en 2011 dire j'avais pas le choix, il fallait que j'y aille, mais je ne suis pas du tout sûre qu'elle ait le même sens du combat politique que son père, par exemple. Non, moi non plus. Mais ontologiquement peut-être, mais là en l'occurrence sur une élection présidentielle avec un procès, mais je maintiens parfaitement ce que j'ai dit. Avec la charge symbolique du procès, c'était pas utile de se mettre soi-même en disant c'est pas grave, de toute façon si j'y suis pas, il y a un autre candidat. Je pense que c'était pas une bonne idée. Mais ça c'est à titre personnel. Pas une bonne idée. Envoyez-moi vos mails, envoyez-moi vos questions. Et sur le comment ça s'appelle, sur le cas Jean-Luc Mélenchon. La nouvelle France. Mais c'est quand même extraordinaire. Je veux dire, c'est mon coup de cœur de la journée. Ça fait des années qu'on nous explique que le grand remplacement est une théorie foireuse, que c'est une théorie complotiste, que depuis la publication du livre de Renaud Camus sur le sujet, c'est un scandale, etc.
Et aujourd'hui, dans un judo politique absolument total, la justification de cette théorie devient un élément politique. Pourquoi fait-il ça, Jean-Luc Mélenchon ? Parce qu'il assume complètement de dire « je suis la post-France ». Je suis la France qui sera non plus une identité, un roman national, une histoire qui s'inscrit sur le long, etc. Je suis le candidat de ce que sera la France, conséquence de la mondialisation, des flux de population, d'une immigration massive qui n'est plus une immigration de travail, mais qui est devenue une immigration de population, et qu'il joue en plus la provocation, c'est-à-dire je suis le grand remplacement, donc vous voyez, vous pouvez venir me voir. Moi j'assume d'être le futur remplacé. Non pas le dégagisme politique, mais le dégagisme de population, c'est-à-dire on va vous remplacer, on va être la nouvelle France, c'est-à-dire celle qui va balayer l'ancienne. Du passé, faisons table rase. Les gens sont toujours choqués par les propos de Jean-Luc Mélenchon, mais ça ne se traduit pas par des échecs électoraux, bien au contraire. Pourquoi ? Parce qu'il fait de la politique, Jean-Luc Mélenchon. Alors on peut être contre Jean-Luc Mélenchon, on peut trouver que c'est terrible ce qu'il raconte, on peut trouver que c'est extrêmement négatif, que ça détruit le pacte national, que ça détruit ce qu'est notre France, etc. Il se trouve que Jean-Luc Mélenchon fait de la politique. Son idéologie politique, c'est celle-là. Et vous savez quoi ? Pour l'instant, il se trompe pas beaucoup. Je rappelle qu'à quelques centaines de milliers de voix près, il est au deuxième tour de la dernière élection présidentielle. C'est pareil. Il n'y a jamais été. C'est pas quelques centaines de voix près. Non. La dernière fois, je vous rappelle qu'il y avait un candidat qui s'appelait Éric Zemmour. Il fait un gadin dans la dernière ligne droite pour l'élection présidentielle. Il suffisait que monsieur Zemmour fasse un petit 8 au lieu d'un petit 7. Et on se retrouvait avec Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc c'est pas un détail. Je vous rappelle que la NUPES, qui était quand même portée par la France Insoumise, la dernière fois avait fait plus de 150 députés, et que le nouveau Front Populaire, qui a complètement été initié par la France Insoumise avec sa puissance de militante et sa puissance financière, a permis quand même d'avoir une gauche surreprésentée par rapport à ces résultats, et à l'élection présidentielle et à l'élection européenne. On se rappelle que la dissolution suivait une élection européenne où tout le monde avait pris un gadin quand même. Alors, Brice. Moi, juste j'ai une petite différenciation. Oui, bien sûr. On fait un débat. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous avez deux récits nationaux. Vous avez le récit identitaire, souverainiste, nationaliste, je ne sais pas comment on l'appelle, du Rassemblement national, et vous avez le récit de la Nouvelle-France. Je vais m'arrêter un instant sur le récit de la Nouvelle-France. En fait, Jean-Luc Mélenchon, lui, se fait l'avocat des minorités, des communautés et de ce qu'il appelle un peu cette France créolisée. Considérant que la France d'aujourd'hui n'est pas la France des années 80, des années 60, des années 70. Et donc il y a une partie de cette population qui doit être prise en compte et mise en avant. Si on s'arrête là, c'est un récit. Mais il va plus loin. Il dit que cette France-là va supplanter la France rurale, va supplanter la France périurbaine, va supplanter cette France un peu traditionnelle, entre guillemets. Et c'est là où le sujet blesse. C'est-à-dire que quand on veut être président de la République, qu'on veut raconter un récit qui rassemble une majorité de Français, on ne peut pas opposer une France contre une autre. Enfin, ce sont des Frances qui se rajoutent. Oui, la France créolisée, la France rurale, la France périurbaine, la France des métropoles, tout ça, ce sont des plus. Et ce ne sont pas les uns contre les autres. Et la limite de ce récit, de cette nouvelle France, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'on ne peut pas opposer qu'une France, une partie de la France, qui est une réalité, contre tous les autres. Et ce sont les limites un peu de ce récit, de cette nouvelle société. Et on voit bien que c'est quand même la fin de l'idéal républicain qu'a porté Jean-Luc Mélenchon. Parce que l'idéal républicain, c'était quoi ? C'était l'idée qu'on pouvait venir d'ailleurs. Républicain et universaliste. C'était l'idée quand même, il y avait une grande beauté dans ce grand idéal français, qui était d'ailleurs une spécificité du modèle français, cette idée d'assimilation, d'intégration, de l'idée que peu importe d'où vous venez en fait. Parce que là maintenant, Jean-Luc Mélenchon est tout fier de dire qu'il est né au Maroc pour dire je suis quand même pas tout à fait un blanc de souche. Mais enfin, l'idéal républicain, c'était de dire on s'en fiche d'où vous venez.
aimez, tant que vous rejoignez la France, tant que vous rejoignez ce récit national, cette langue, cette culture, cette histoire, vous la faites vôtre. N'importe qui peut décider d'être français et d'aimer la France. C'était ça l'idéal républicain. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit qu'on revient à une sorte d'essentialisation, en plus par la gauche, qui vous dit, attendez, vous vous appelez comment? Vous avez quelle couleur de peau? En fonction de ça, on va vous classer, on va vérifier si vous faites partie de la France qui doit être mise en avant ou non. C'est terrible ce retour identitaire par l'extrême gauche. Je pense que personne n'aurait pu l'imaginer il y a encore une dizaine d'années. On se retrouve dans un instant avec vous pour continuer ces débats. 0826 300 300 et on aura Lionel en ligne avec nous. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité et nous parlons donc de ce vote. Enfin, on parlait du vote à l'Assemblée nationale hier en vue d'interdire les frères musulmans, enfin d'inscrire le mouvement de ce mouvement, oh là là, je fatigue, le mouvement islamiste sur la liste des organisations terroristes. Et Lionel, vous vouliez vous réagir sur ce sujet. Bonjour, vous nous appelez de Grasse. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Moi, je pense qu'il serait temps, en fait, tout simplement. Ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez du fait que les socialistes et LFI n'aient pas voulu participer à ce vote, enfin voter contre? Pas que d'ailleurs. Oui. Non, il y en a d'autres. C'est leur cible, parce que c'est leur nouvelle cible. Depuis qu'ils ont perdu le vote ouvrier, ils ont bien dû se rabattre sur des gens. Moi, avant toute chose, je voudrais dire que je travaille dans le bâtiment. 80% de mes potes viennent du monde entier. Donc, être ensemble, entre guillemets, avec des cultures différentes, je sais ce que c'est. Parce que je le vis tous les jours. Par contre, moi, quand je vais chez quelqu'un, quand il me dit « fais comme chez toi », moi, je rajoute toujours dans ma tête « mais oublie pas que t'es chez lui ». C'est-à-dire qu'on peut pas... la LFI, aujourd'hui... Elle nous pousse en fait à l'affrontement. J'ai jamais vu autant de tensions dans les communautés, honnêtement. C'est vraiment quelque chose d'assez marqué et il nous pousse en fait à l'affrontement. Mais ça va mener à rien en fait. Ça va mener à rien du tout parce que les gens ont pas envie de s'affronter. On a quelques fous furieux là qui sont poussés par les extrémistes qui veulent bien prendre le pouvoir par la force, comme les frères musulmans qui eux veulent imposer la charia, tout simplement. La charia c'est au-dessus des règles de la République. Donc évidemment que étant donné que ça appelle à entre guillemets à une prise de pouvoir, c'est des terroristes. Donc il y a beaucoup de pays qui les ont placés déjà en groupe terroriste et il serait temps que la France elle fasse pareil. Le problème c'est que le Qatar qui investit beaucoup en France et l'Arabie Saoudite qui investit beaucoup en France, c'est eux qui les financent. Donc on se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises d'avoir accepté leur pognon et maintenant en fait leur dire non finalement votre petit groupe qui veut imposer la loi islamique en France, on n'en veut pas. Et c'est pour ça que ça coince. Oui, non mais vous le constatez effectivement sur le terrain et ça nous ramène à merci d'avoir appelé Lionel à cette nouvelle France, celle de la diversité et celle du grand remplacement dont parle Jean-Luc Mélenchon. J'ai employé le mot de grand remplacement, c'est ce mot qu'il a employé, Virginie. Moi d'abord je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Lionel et paradoxalement je serais peut-être la moins pessimiste d'entre vous à propos de ce qui va se passer. Je rappelle quand même là, tout à l'heure Arnaud, Stéphane a dit à quelques centaines de voix près. Non, il y avait 400 000 voix qui lui manquaient en 2022 et 600 000 en 2017. 400 000 voix, je veux bien que ça soit pas très grave, mais enfin c'est quand même beaucoup de gens. Et je suis prête peut-être à imaginer que lors des prochaines élections de 2027, il y a malgré tout un certain nombre des électeurs qui vont se dire, moi, les récentes et moins récentes, d'ailleurs, enfin disons de ces dernières années, notamment depuis le début de la guerre, Israël-Gaza, de Jean-Luc Mélenchon, ça ne m'a pas plu, ça ne me plaît pas. Je veux bien aller jusqu'à un certain point, mais au-delà, peut-être que je n'irai pas. Et dernière chose, quand et là je parle sous le contrôle de Brice Coll, quand il y a eu des enquêtes d'opinion sur l'image de Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même la personnalité la plus détestée. Oui, c'est vrai. Et encore une dernière chose, en cas de deuxième tour, Jean-Luc Mélenchon et un candidat du RN, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, d'ailleurs peu importe, c'est quasiment la même chose. Celui qui fait le plus mauvais score de tous les éventuels candidats du second tour, c'est la France Insoumise qui s'écroule littéralement face au RN. Ce qui veut bien dire que
si Jean-Luc Mélenchon accède au deuxième tour, et je rappelle encore une fois qu'il ne l'a jamais fait, et qu'il n'était pas si près que ça du deuxième tour, contrairement à ce que lui-même a pu penser, il y a une partie des électeurs de gauche, je ne sais pas ce qu'ils feront, mais qui ne voteront pas pour lui au second tour. Et ça, malgré tout, ça nous donne un peu, moi je trouve, d'espoir. Cette stratégie extrêmement radicale et extrêmement divisante. Enfin, Jean-Luc Mélenchon, il veut le chaos, il s'en cache à peine. Mine de rien, ça ne rencontre pas l'assentiment de plus en plus de Français. Il y a encore chez nous, dans notre pays, des gens qui croient que le vivre ensemble, le partage, comme disait notre auditeur, ça a un vrai sens. Bon, on va regarder, faire des pas de côté sur ce qui a retenu les écologistes. On a les résultats sur le vote. C'est quand même assez intéressant. C'est que vous avez, excusez-moi, je vais mettre mes lunettes, l'âge venant. Les écologistes, il y a eu 23 voix contre ce vote contre les frères musulmans. La gauche démocratique et républicaine, ce qui est assez surprenant parce que normalement c'est plutôt les communistes et qui sont assez opposés justement. Ils sont assez républicains justement. Ils sont assez républicains. Il y a 6 votes contre quand même. Horizon, il y avait que 9 votants visiblement. Ils avaient piscine. Oui, ils avaient piscine. Ils avaient autre chose à faire. Voilà. Et vous avez, alors là, sur Ensemble et la France Insoumise, ils étaient 47, et Socialistes et Apparentés, 25. Ce qui est quand même considérable sur un groupe de 60. Combien 60. Vous trouvez que c'est beaucoup, 25 64. Non, c'est beaucoup d'absents. Oui, parce que sur 69 PS, je crois. 69 PS, il me semble. Mais sur la France Insoumise, ils étaient 47 à voter contre, donc présent pour ce vote. Sûr. Et donc à 25 socialistes, donc il y avait quand même des socialistes qui étaient présents dans l'hémicycle et ils ont voté contre. Quand même, il y a eu 105 voix contre. Oui, c'est ça. Ce qui il faut que ça se sache. Frères musulmans interdits dans de nombreux pays comme l'Égypte, je l'ai dit, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn. L'attitude des États-Unis n'avait pas été très claire avec les frères musulmans. On peut souligner aussi que, je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de novembre, le député LFI Hugo Bernalicis, une semaine après les commémorations des attentats du 13 novembre, avait proposé d'abroger le délit d'apologie du terrorisme. Donc voilà, tout ça se tient, et tout ça chez eux lisez le livre La Meute, lisez le livre de Nora Busini. Enfin, c'est assez clair, c'est assez édifiant. Il n'y a pas eu de plainte contre ces livres. Ce qui est dit est réel, et ce qui est écrit. Omar Youssef Suleiman, ces 3 livres parlent de cette collusion qu'il peut y avoir. C'est la collusion des extrêmes, quand l'extrémisme politique rejoint l'extrémisme religieux. Et c'est ça qu'il faut dénoncer, parce qu'une majorité de nos concitoyens, encore une fois, je me permets de le répéter, mais de confession musulmane, veulent vivre et tout le monde vit en sécurité. Bien sûr. Mais la gauche a fait ça depuis longtemps. Rappelez-vous les photos géantes de combattants palestiniens mis sur des mairies de gauche, et pas seulement LFI, puisqu'ils en avaient quasiment pas, mais du Parti communiste, Parti socialiste qui a bien écrasé aussi dans un certain nombre d'endroits. Ils ont ouvert la porte à ça. Le système des grands frères, des associations, des machins, etc. Et on voit bien dans la droite l'a fait aussi. Si on approfondit un peu la question, il faut bien comprendre quand même que la gauche, l'extrême gauche, a toujours une passion révolutionnaire. Il y a cette passion et cette grand idéal de renverser le pouvoir en place. Et comment est-ce qu'on renverse le pouvoir en place? Par une grande révolution. Et vous parliez tout à l'heure pendant la pause de la question de l'Iran en 1979, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'extrême gauche qui rêve de lendemain qui chante et surtout de grandes révolutions, imagine que peut-être que demain, un pouvoir théocratique religieux, comme ça s'est passé en Iran, pourrait régénérer finalement l'idéal français. C'est ce qui s'est passé en Iran et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui des Iraniens, moi qui participe à beaucoup de conférences avec eux, ils vous disent faites attention en France parce que c'est ce qui vous guette dans 30-40 ans. Écoutez-nous. Mais c'est ce qu'ont dit les Algériens, c'est ce qu'ont dit les Algériens qui sont arrivés en France, c'est ce que dit Jamila Ben Habib, c'est ce qu'ont dit des gens qui ont prédit ce qui est en train de se passer. On se retrouve dans un instant, on va parler de la disparition des casinos avec vous, Brice Sokol. On va essayer de prendre un peu d'air. À tout de suite. Des salles de jeu. Sud Radio, mettez-vous d'accord, expert. De retour avec vous, on est ensemble jusqu'à midi. Alors Brice Sokol, votre pas de côté, ce qui a retenu votre attention dans l'actualité, c'est le risque de disparition des casinos. Oui, bien sûr, on parle beaucoup d'aménagement du territoire. Oui. Mais les casinos, les petits casinos, on connaît tous, on est tous allés dans un casino. Je pense que Sokol est un grand habitué. Non, mais qui n'a jamais mis un sou dans une machine à sous d'un 10 centimes, 1 euro dans un casino? Le blackjack, vous connaissez, la roulette, vous connaissez, les machines à sous, bien évidemment. Et vous savez qu'il y a des centaines de casinos en France.
Et les casinos font partie de l'aménagement du territoire. Parce que, en fait, ce sont des lieux de vie. Ce sont des lieux souvent implantés dans les communes balnéaires ou de montagne. Ça rapporte de l'argent à la collectivité. Ça en fait perdre beaucoup aux gens aussi. Ça peut en faire perdre. Ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi de proximité. Et finalement, ce sont des structures qui sont très attractives. Mais depuis la Covid, on voit bien, il y a un ralentissement. Les gens sortent moins. Il y a aussi un sujet de pouvoir d'achat. Et donc, il y a 30% aujourd'hui des petits casinos qui sont en difficulté. Et quand un petit casino est en difficulté, eh bien, la collectivité est en difficulté et plus généralement l'aménagement du territoire. Et à tel point que le gouvernement a dû voter une loi en 2023 qui vise à réduire les inégalités territoriales pour l'ouverture des casinos. C'est-à-dire qu'on peut maintenant ouvrir des casinos dans des zones qui étaient interdites avant. Par exemple, dans des zones frontalières. À Sedan, dans les Ardennes, dans les territoires à vocation équestre comme à Saumur. Maintenant, on peut ouvrir un casino dans le Maine-et-Loire, ou à Pompadour, en Corrèze. Donc voilà, je voulais juste attirer l'attention, parce que moi, j'aime beaucoup l'aménagement du territoire, j'aime beaucoup la France. Il n'y a pas d'autres trucs à ouvrir que des casinos. Enfin, pardon, je trouve que c'est quand même mais ça fait restaurant, ça fait boîte de nuit, souvent, c'est le dernier. C'est quand même l'addiction au jeu, c'est quand même un truc... Mais la majorité des gens, ils jouent 20 €, 30 € à la machine à sous. C'est un lieu de vie aujourd'hui, comme un PMU, comme un café, comme un petit commerce de proximité. Alors je ne veux pas être l'avocat du jeu, ni des casinos style Las Vegas, mais ces petites structures sont aujourd'hui intéressantes pour les élus locaux. On est à quelques semaines des municipales. Et donc je voulais juste attirer l'attention sur ces structures commerciales qui font partie du paysage français. Bon, écoutez, en tout cas, c'était intéressant de savoir que désormais on peut ouvrir ces structures, effectivement, que ça fait partie du paysage. Noémie ? Oui, une réaction rapide à ce que vous disiez. Je pense qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que d'une part, vous avez raison de pointer le fait que depuis la Covid, les gens sortent beaucoup moins. Et ça, c'est très important parce que ça a un impact économique direct sur les cinémas, sur les théâtres, sur tout un tas de lieux qui vivaient justement de la fréquentation. Or, aujourd'hui, les gens restent chez eux, sur Netflix, ils commandent à manger et ils sortent beaucoup moins. Et ça, c'est vrai que c'est une tendance qui est restée ensuite après la Covid. On en a parlé avec les soldes qui sont un échec. Bien sûr, et les cinémas aussi. Vous voyez les prix des places. Aujourd'hui, vous allez au cinéma, la place, elle est à 15 €. C'est devenu... Là, il y a le match du Kremlin, pour voir des films nous, on est les rabat-joie. Franchement, il y a quand même quelque chose qui se joue de l'ordre de... Il faudrait aller voir le match du Kremlin, parce que Libé fait une mauvaise critique ce matin. Je pense que ça doit être bien. J'aimerais bien le voir quand même. Alors, et d'autre part, les casinos, c'est vrai que je rejoins un petit peu l'analyse de Valérie, ça crée des comportements addictifs qui sont dangereux et ça a brisé des vies, brisé des familles, et donc il faut se méfier quand même des conséquences qui peuvent être compliquées pour les gens qui sont addicts. L'addiction, si je puis me permettre, quand j'étais à l'Assemblée nationale, il y avait eu des rapports là-dessus. Le vrai danger, c'est plutôt sur les jeux en ligne, puisque la dématérialisation facilite. Voilà. Et elle crée une distorsion par rapport à la réalité. Les gens mettent de l'argent, mais n'ont pas l'impression de mettre de l'argent. Quand vous êtes au casino et vous avez décidé de mettre 10 € pour jouer à la machine, quand vous avez plus de pièces, vous avez plus de pièces. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut les remettre un billet, etc. Avec les jeux en ligne, la particularité, c'est que, encore une fois, comme c'est pas du réel, les gens prennent peut-être plus de risques et en plus ont des comportements addictifs, parce que ça peut être le dimanche matin, ça peut être n'importe quand au travail, pendant une pause, etc. Alors qu'au casino, vous y allez pas complètement. On n'y est pas toute la journée. Si vous êtes toute la journée, c'est que vous avez un problème. Noémie, vous vouliez parler des ZFE. On en a un petit peu parlé hier avec Pierre Chasseret, mais c'est un sujet important. Oui, je voulais revenir sur cette possible suppression des ZFE et donc cette possible victoire de ce que Alexandre Jardin appelle les gueux. Voilà, c'est une commission mixte paritaire qui s'est réunie mardi. Ce sont des députés et des sénateurs qui sont parvenus à se mettre d'accord sur un texte commun qui intègre la suppression des zones à faible émission. Qu'est-ce que c'est que ces ZFE ? C'est une énième mesure d'écologie punitive qui vise à interdire la circulation des véhicules les plus polluants dans une vingtaine d'agglomérations. Comprendre l'interdiction des voitures des pauvres chez les riches. Voilà. C'est pas encore gagné. Il y a encore un vote qui doit avoir lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat pour valider ou pas cet accord qui a donc été
élaboré par la commission mixte paritaire. Mais malgré tout, c'est un combat très important, comme je l'ai dit, qui a été porté par notamment l'écrivain Alexandre Jardin. Il explique, et je suis plutôt d'accord avec lui, que c'est une mesure méprisante et violente envers les plus défavorisés, envers les milieux populaires, envers les manants, c'est un petit peu les gilets jaunes. Et voilà, je trouve ça très important. Il faut remettre les questions sociales au cœur du dispositif politique et du débat, parce que je trouve que la gauche comme la droite a tendance de plus en plus à mettre la question sociale de côté. C'est devenu une question accessoire, alors que pour la vie des gens, dans la vie des gens, c'est une question fondamentale. Oui, sur les ZFE... Oui, non, on va pas en reparler. Ça a été très bien dit. Oui. Bon, on est d'accord. Alors Virginie Alors, je sais que là, ici, je n'ai avoir aucun succès, parce que j'ai déjà entendu tout à l'heure Brice Sokol dire qu'il l'avait trouvé particulièrement pas très bon. J'ai écouté ce matin Pierre-Yves Bournazel sur CNews. Et pour dire la vérité, je ne m'attendais à pas grand-chose. Et j'ai été un petit peu surprise en bien, parce que je me suis dit que bon, oui, alors c'est pas une star, il a pas le punch, le clinquant de Rachida Dati, il a pas l'assurance de Sarah Knafo, il a rien de tout ça. Il est pas extrêmement brillant, mais il a quelque chose. Non, mais voilà, tout ça est vrai. Mais malgré tout, dans ce monde politique où certes, il faut parler plus fort que le voisin pour se faire entendre, mais de plus en plus fort, parce que maintenant ça devient la règle. Je trouve qu'il a un discours assez sage, assez raisonnable. Il a dit, et assez courageux, parce qu'il a parlé des employés de la ville de Paris, et il a dit cette phrase, mettre fin aux abus et aux privilèges. Je ne sais pas s'il aura réellement... Et la pluie, ça mouille. Oui, ben vous êtes méchant, c'est bien ça, c'est bien ce que je pensais. Je suis dans un environnement très hostile, mais malgré tout, je ne le connais pas, mais je l'ai trouvé pas si mauvais. Il a répondu assez franchement aux questions, et je me suis pas dit, tiens, c'est une alternative formidable, mais je lui dis, c'est malgré tout une voix. Alors ça fait 18 ans qu'il est là, il le répète sans arrêt. Malgré tout, il est plus député, il est plus conseiller régional, donc j'imagine qu'il n'a pas non plus rencontré un succès fou auprès de ses électeurs. Non. Mais je l'ai trouvé beaucoup moins mauvais que ce que je pensais. Il a mis tous les atouts de son côté, puisqu'il vient de prendre Marlène Schiappa sur sa liste. Bah, vous êtes méchant. Non, là, toute cette méchanceté un vendredi, c'est vraiment vilain. Pierre-Yves Bournazel, vas-y. Moi, pour revenir à ce qu'on parle de Pierre-Yves Bournazel et son interview de ce matin. Oui, on l'a écouté, j'imagine. On l'a écouté. Voilà, Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'élus, de candidats qui n'ont pas pris conscience qu'on allait vivre une élection historique. Comme Jacques Chirac en 1977, c'est vrai. On a changé de mode de scrutin. Donc ça veut dire quoi ? C'est vrai. Ça veut dire que c'est une élection qui va être incarnée. Donc il faut des personnalités qui incarnent, premièrement. Je parle devant le communicant qui est en face de moi. Deuxièmement, au-delà d'incarner, il faut raconter un récit. Et moi, dans ce que j'ai écouté ce matin, non, mais c'est vrai. J'ai pas senti de récit. J'ai senti la liste à la Prévert. Alors le bon élève qui a coché les bonnes cases. Alors l'insécurité, la mobilité, la propreté, etc. La délinquance. Bon, mais est-ce que c'est ça qu'on attend d'un candidat à une élection municipale, qui est l'élection majeure en France, à Paris? Non, je pense qu'on attend quelqu'un qui redonne de la fierté à Paris, qui raconte un récit, qui nous dise, voilà, moi, Paris, je veux que ça soit ça dans 20 ans, tout en réglant les problèmes du quotidien, mais ne pas s'arrêter uniquement aux mesurettes du quotidien. Bien évidemment, qui préoccupe la majorité des Franciliens, des Parisiens. Mais pour moi, cette élection avec ce nouveau mode de scrutin, il faut amener les Parisiens à penser autrement la ville avec un récit. Voilà. Et je pense que ce matin, ça manquait un peu de récit et de vision. Ça faisait penser à Dornano face à Chirac en 77, où c'était le candidat du pouvoir. Après, c'est un candidat de qualité, comme les autres. Bien sûr. Mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Brice Sokol. Une élection comme l'élection à la mairie de Paris doit s'incarner. Elle doit s'incarner d'autant plus que là aussi, nous avons un affrontement idéologique hyper puissant en vérité, qui est en train de ce que défend la gauche aujourd'hui, c'est une absence de bilan. On en plaisantait la semaine dernière, puisque c'était mon coup de cœur la semaine dernière, avec Monsieur Grégoire qui disait bon, c'est vrai que sur la propreté de Paris, on a peut-être fait des ratés, mais aussi peut-être on a fait des ratés aussi sur la sécurité, peut-être aussi sur les violences faites aux femmes, peut-être aussi sur le trafic de drogue, peut-être qu'on a fait quelques erreurs. Voilà. Donc tout était raté. Donc très bien, on a bien compris. Mais là, on a des visions. C'est quand même lui qui est en tête au premier tour.
abstention à ce jour dans les sondages. Oui, mais c'est normal, parce que sociologiquement, enfin, je veux dire, il faut regarder les élections à chaque fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez des visions de Paris qui sont très opposées. Et elles sont très marquées. Absolument. Et on va avoir vraiment un combat très, très dur sur ce qu'est la vision de Paris et la manière de l'incarner et de faire la ville, ou soit de continuer sur ce qui a été lancé, et donc de transformer Paris en une espèce de je sais pas quoi, ou de faire autre chose de Paris, un peu de retour en arrière malgré tout, hein, de revenir peut-être un peu plus aux années Chirac, une grande ville qui s'illumine et qui est leader dans le monde. Capitale de la France malgré tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les 5-6 grandes métropoles de France, il y a match. C'est ça qui est intéressant. Absolument. Paris, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, c'est intéressant. Absolument. En fait, c'est une élection municipale passionnante. Merci à tous les quatre. Très bonne journée et très bon week-end sur Sud Radio. On se retrouve lundi.